Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une vidéo sur les bases du shiatsu. Alors, je vais essayer d'être simple. Souvent, j'aborde des notions qui paraissent simples, presque enfantines, parce que c'est pas la complexité des notions qui est importante, mais plutôt la manière dont on les vit intérieurement, la profondeur avec laquelle on expérimente ces notions. Aujourd'hui, donc, le système de méridiens en rapport avec le soleil et la lune. Alors l'énergie, c'est quoi? Comment on peut capter un peu ce qu'est l'énergie? Alors si on regarde le monde physique autour de nous, si on regarde le monde minéral, il y a de l'énergie dans les minéraux, mais elle est perceptible que par les sens non ordinaires. Tandis que si on regarde le monde végétal, là par contre, on s'aperçoit que le monde végétal, on voit l'énergie en action. Donc c'est intéressant d'observer le monde végétal, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est ce qui donne la vie, donc la croissance. Donc quand on observe la croissance et la décroissance des plantes, on observe l'action de l'énergie. Et la première chose en observant les plantes, c'est se demander quelle est l'origine de cette énergie, qu'est-ce qui donne cette énergie aux plantes, et c'est le soleil évidemment. Donc on a ce rapport entre le soleil qui devient le symbole de ce qui donne la vie, hein, la lumière et la chaleur, qui permet aux plantes de croître, tandis que dans le monde minéral, on est ce qui est soumis à la gravité. Donc on peut avoir une espèce de polarité, première polarité entre ce qui est soumis à la gravité, qui est le monde minéral pur, qui est soumis aux lois des forces physiques pures, et s'oppose à ça toute la croissance des plantes, en fait, qui sont soumises aux forces solaires, et qui s'opposent à la gravité, qu'on peut appeler lévité. Voilà. Donc on a une première polarité, une première caractérisation de l'action de l'énergie sur Terre. Et nous, en tant qu'être humain, on est entre ces deux énergies, celle qui va vers le bas de gravité, va être cette lévité de l'énergie, l'énergie vitale. On peut dire que l'énergie vitale, dont la source est le soleil, nous donne la vie, elle maintient la vie, mais c'est aussi ce qui nous donne forme, elle nous maintient en forme, être en forme sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais être en forme, ça veut dire que notre forme se maintient. Il n'y a qu'à voir quand la vie se retire de notre corps, et on a un cadavre, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout. Donc on voit par là l'action des forces de vie, des forces vitales, c'est de maintenir en forme. Et il y a une quatrième fonction qui est moins évidente, c'est que l'énergie vitale est aussi le support de la mémoire. Donc on a ces quatre fonctions de l'énergie qui sont fondamentales. Vie, maintien de la vie, maintien de la forme et support des images de la mémoire. Ça se voit quand quelqu'un a failli se noyer, par exemple, et il contemple en un instant toute sa vie en images, ou les morts imminentes, des choses comme ça. Il y a des flashs où il y a tout ce qui était dans le temps est vu en une image. Donc ça, c'est en fait la contemplation du corps énergétique, du corps vital, qui mémorise toutes les images. Ce qui est intéressant en thérapie, parce que quand on touche l'énergie, ça veut dire qu'on peut toucher aux images de la mémoire. Voilà. Donc, ce soleil, source de vie, source d'énergie, donc symbole divin par excellence, qui donne la vie d'énergie, on va l'observer, mais de manière phénoménologique, c'est-à-dire par rapport à nous. On ne va pas prendre le soleil au centre de notre système solaire, mais nous sur Terre, comment on observe le soleil, parce que ça va nous donner du coup les variations d'énergie par rapport à nous, comment le soleil module son don d'énergie, son don de vie sur Terre. Donc on l'observe le lever, le coucher, le zénith, le nadir. Voilà. Et donc, si vous vous imaginez quelqu'un qui n'a aucune connaissance, disons, et qui observe la nature comme ça, sans connaissance préalable,
il va d'abord constater que les variations de lumière et de chaleur au cours de l'année. Il va constater les variations de hauteur du zénith du soleil. Il va constater d'abord qu'il y a des jours et il y a des nuits. Et il va constater que dans ces variations de lumière et de chaleur, et la manière dont les plantes y réagissent, c'est cyclique. Et que tous les 365 jours, on repart pour un tour. Donc il va... La notion de cycle est une des premières notions fondamentales de notion de variation de l'énergie. D'où toutes les images de cycles, de cercles, on retombe sur les cercles, d'Ouroboros, parce que ces cycles sont sans fin. Donc ce qui est sans fin, ça pointe vers l'éternité, ça pointe vers l'éternel. Voilà. Et ce cycle sans fin, ce cycle annuel, quand on observe les plantes, il se décompose en un cycle de croissance, printemps-été, et un cycle de décroissance, automne-hiver. Et en observant toujours le soleil, on voit que en été, il y a un moment, un jour où le soleil est le plus haut, le solstice d'été, le 21 juin, et en hiver, il y a un moment où le soleil est le plus bas dans le ciel et où les nuits sont les plus longues, les jours les plus courts, 21 décembre. Et 21 juin, évidemment, les jours les plus longs. Et la nuit est plus courte. Donc, on voit tout de suite qu'on peut, en voyant ce croissance, décroissance, lumière, obscurité, chaleur, froid, on peut évoquer là déjà le symbole du yin-yang. On a une polarité fondamentale qui s'exprime dans les variations de lumière et de chaleur au cours de l'année. Donc au plus froid et au plus sombre et au plus lumineux, au plus chaud. Comme c'est par rapport au soleil, il y a aussi les deux points remarquables, c'est les équinoxes, c'est-à-dire qu'au printemps 21 mars et en automne 21 septembre, c'est-à-dire quand le jour et la nuit sont de durée égale. Donc on trace les équinoxes, donc on a les deux solstices, les deux équinoxes, donc en fait on divise le cycle solaire en 4, d'où les 4 saisons. Donc, le 4 va représenter d'une certaine manière la manifestation totale, visible du cycle solaire. Voilà, du coup on a ce symbole du cycle qui est un cercle. Si on place sur ce cycle les deux solstices, les deux équinoxes, on a une croix. Donc on peut évidemment retrouver toutes ces explications par l'astronomie, hein, mais à nouveau, quand on observe, ce qui nous intéresse ici, c'est les variations de la qualité d'énergie au cours de l'année. C'est les variations de qualité qui nous intéressent, beaucoup plus que la position physique des astres les uns par rapport aux autres. Les Égyptiens savaient que le Soleil était au centre de notre système solaire, mais ce n'est pas l'aspect qui les intéressait le plus. Ce qui les intéressait, c'était cet aspect qualitatif. Et quand on fait de la phénoménologie, ça, à nouveau, on retrouve cet aspect, ce rapport aux choses, c'est-à-dire que les choses ont un aspect extérieur, leur aspect physique, mesurable, mais elles ont un aspect qualitatif qui, lui, se vit de l'intérieur. Mais cet aspect qualitatif que la science pense que c'est pas la science, en fait, il se plante vraiment. Cet aspect qualitatif peut devenir, on peut faire une science de cet aspect qualitatif. C'est ce que fait la médecine chinoise, c'est ce que font toutes les médecines traditionnelles. C'est une qualité de connaissance. Donc, ce mouvement du soleil, donc si on le symbolise sur Terre, on le symbolise par un cycle, donc par un cercle. Si on trace ce cercle sur la Terre, d'une certaine manière, donc on trace l'empreinte du soleil sur la Terre, on symbolise son influence sur la Terre, sa manifestation sur la Terre, et au centre de ce cercle-là, on peut planter une verticale, et à partir de cette verticale, on peut observer l'ombre, et donc l'ombre la plus courte dans une journée.
va donc être évidemment quand le soleil est au plus haut, donc le zénith. Donc ça va nous indiquer la direction du sud. Et à partir de là, en prolongeant la direction du nord, donc quand le soleil est au plus bas, ça va être minuit, donc zénith ça va être midi, au plus bas ça va être minuit. Et en faisant une perpendiculaire, et ben, on a le lever du soleil, le coucher du soleil aux équinoxes, 6 heures du matin, 18 heures, 6 heures du soir pour le coucher. Voilà. Donc, on est passé du cycle annuel à un cycle journalier, circadien. Avec donc, on a défini le nord, le sud, l'est-ouest, lever du soleil, coucher du soleil, zénith, nadir. Ça, c'est des choses qui étaient très importantes dans toutes les civilisations anciennes, l'Égypte évidemment, les Celtes aussi. Voilà, c'était leurs référents principaux. Donc, ce qu'on a fait quand on a tracé le cercle et qu'on a trouvé cette croix, qu'on a tracé cette croix, tout par rapport donc au mouvement du soleil, on a mis en espace quelque chose qui est en... Là, je mets aussi la tortue chinoise qui est le symbole de l'univers pour ça, parce que quand on a tracé les 4 points cardinaux, du coup, on trace, pardon, donc on a le cercle, c'est la course du soleil, les 4 points cardinaux, c'est donc les points remarquables du soleil, mais si on relie ces 4 points cardinaux, on a le 4 qui sont les 4 saisons, les 4 éléments, c'est-à-dire tout ce qui est manifestation terrestre, donc la Terre. Donc on a le carré de la Terre dans le cercle du Soleil. Et ça fait une croix, et au centre de la croix, on a le centre, donc la source, donc l'esprit initial, non manifesté. Voilà. Donc la tortue, qui a une base carrée et une carapace en forme de dôme, donc ça veut dire le carré de la Terre surplombé par la voûte du ciel, donc le symbole du cosmos. Donc c'est pour ça que la tortue, il y avait des divinations de fait à partir des carapaces de tortue, etc. Donc on est passé du cycle annuel au cycle journalier, et on voit qu'il y a un rapport fractal, qu'on a le même schéma, le même symbole, on est toujours dans les cycles solaires, et qu'on peut les superposer l'un sur l'autre, parce qu'on est dans la même logique, mais il y a une dimension annuelle et une dimension journalière. Voilà. Donc maintenant, jusque-là on avait la Terre par rapport au Soleil. Maintenant on peut rajouter la Lune. Alors la Lune, combien il y a de lunaisons par an? 12. Donc ce cercle de 365 jours, déjà les anciens l'avaient ramené à 360, qui est l'ancêtre de notre cercle de 360 degrés, plus 5 jours pour faire le lien, qui était un peu 5 jours à part, qui en fait qui considérait comme 5 jours hors temps, donc 5 jours consacrés au divin, à l'éternité. Donc on a aussi un peu la notion de toutes les fêtes de fin d'année, voilà. Et donc si on reprend ce cercle donc, de 360 jours, qui devient 360 degrés, et on va le diviser en 12 lunaisons, donc ça va faire 12 fois 30 degrés. Et si on projette ces 30 degrés sur les étoiles la nuit, donc on a la définition des 12 cycles zodiacaux. Mais on a aussi, ce qui nous intéresse pour le shiatsu, défini donc un rapport de 12. Le cycle, le cercle complet, en 12 parties. Donc les variations de l'énergie solaire au cours de l'année, cette fois-ci qualifiées en 12 différentes qualités. On peut continuer cette logique fractale. Alors là, je vous mets une image de mon ami Daniel Sushi, et lui qui a travaillé énormément toutes ces choses. Donc je vous renvoie à ses travaux, Daniel Sushi, Orphelia. Là, s'il a en particulier travaillé sur l'Inde, et on voit que ces cycles journaliers qui s'inscrivent dans un cycle annuel, donc ça continue d'une manière fractale, de manière toujours plus grande,
Et c'est comme ça qu'on arrive à l'idée aussi des 4 âges de l'humanité. On passe des 4 saisons aux 4 âges de l'humanité. L'âge d'or, l'âge d'argent, de bronze et de fer. Et dans ces cycles, ces périodes cycliques, nous on est dans l'âge de fer, c'est-à-dire le plus éloigné de la lumière solaire, le plus sombre, et on est à la fin de l'âge de fer, donc en fait on est en fin de cycle d'après la sagesse indienne, ce qui est une manière de comprendre aussi l'époque dans laquelle on est maintenant, qui est en fait une mort pour une renaissance plus tard. Mais c'est évident que si on n'a pas la sagesse de la nature de laisser mourir ce qui doit mourir pour que puisse renaître ce qui doit renaître la saison d'après, eh ben c'est évident que le plus on résiste à la mort, ben le plus ça provoque de crise. Donc je veux pas un dessin dans quelle situation on est en ce moment. Voilà. Donc, encore une chose intéressante dans ces cycles, et je m'inspire toujours de Daniel Sushi, quand on regarde la Terre tourne sur elle-même, évidemment, et quand on prolonge son axe de rotation, quand on est dans l'hémisphère nord, ça se prolonge jusqu'à l'étoile polaire. Hein. Et donc, quand on regarde le ciel la nuit, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'étoile polaire qui est fixe, et on voit les étoiles qui tournent autour, comme ça. Hein. Donc du coup, quand on regarde vu de la Terre, ça fait que l'étoile polaire, c'est à nouveau ce centre, à nouveau cette éternité impassible, immobile, dans le centre de la roue, hein, dans l'histoire du Tao. Le Tao est le centre de la roue, et tout tourne autour de ce centre, mais le centre, lui, est vide. Ça veut dire qu'il est éternel, qu'il est hors temps, qu'il est hors espace, mais toute la manifestation des cycles de mort et de renaissance se passe sur la périphérie. Voilà. Donc, cet axe, en fait, on le retrouve la nuit en observant, en voyant que l'étoile polaire est fixe, en voyant toutes les étoiles qui tournent autour, et il y a des étoiles qui font tout le tour et qui ne se couchent pas, qui ne vont pas sous l'horizon. Donc celles-ci, elles appartiennent aux immortels. Et évidemment, suivant la latitude où on va se trouver, on va voir plus ou moins d'étoiles. Donc là, je vous ai mis quelques photos suivant la latitude, en particulier en Égypte, latitude de Gizeh, la latitude d'Abou Simbel. Abou Simbel intéressant, il n'y a plus que 10 étoiles immortelles. Donc on voit que ça aussi, ça peut influencer les mythologies. On va voir 10 divinités originelles. Donc ça fait aussi que vu qu'on regarde le nord, qu'elle indique le nord, donc ça fait une connexion particulière entre le nord et le centre. Ça veut dire en fait que par le nord, on atteint le centre. Ça veut dire que par le nord, on atteint l'éternité. Donc le nord, je vous rappelle, qui était connecté au solstice d'hiver, 21 décembre. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein, fête de Noël, le 24 décembre, donc, tu vois, mais dans ces eaux-là. Donc voilà, c'est cette notion de... On passe dans le sombre, mais au plus sombre du sombre, il y a un passage vers l'éternité, source de tout. Donc l'Égypte qui symbolise ça par ceux qui ne seront pas détruits. On voit voilà, la terre, le ciel avec les étoiles immortelles. Voilà, tout ça c'était l'univers cosmique, le soleil, la lune. Et moi dans tout ça? Ah oui, bonne question. Et moi je suis ancien sculpteur, donc je vais caractériser déjà par la forme. Hein. La première caractéristique de l'être humain, c'est sa verticalité, le fait d'être vertical, de se tenir debout. Donc là, ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est de mettre la vidéo en pause et de prendre un moment pour vous mettre debout, et simplement en essayant d'expérimenter comment ça sent d'être vertical. C'est quoi le vertical? Voilà, quelle sensation, quel vécu intérieur ça donne? Donc exercice phénoménologique pur. Je prends une expérience du monde physique et j'essaie de voir comment elle résonne intérieurement. Et cette résonance intérieure, je ne lui attribue pas une qualité uniquement subjective, mais elle dit quelque chose sur la nature même de ce que je suis en train d'expérimenter. Voilà.
bon, je vous renvoie à Goethe et tout ça. Il y a beaucoup de choses là derrière. Mais c'est un autre sujet. Donc, exercice simple, se mettre debout, comment ça sent, etc. Bon, c'est un peu dommage de donner déjà un peu c'est pas une solution évidemment, mais vers quoi ça tend en principe, ça tend vers un sentiment de présence quand on se sent vraiment vertical, donc vers un sentiment de je suis, d'être-té. Donc à nouveau quelque chose qui est en rapport avec ce centre du cercle, voilà. Avec l'éternité, avec le je suis le je suis. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit Giacometti parce que lui, il a travaillé ça toute sa vie, puis c'est un sculpteur que j'adore. Voilà. Mais cette verticale, donc quand on est debout, on est entre la terre et le ciel, donc le lien entre la terre et le ciel. Donc ça, on retrouve cette notion-là dans la médecine chinoise. Dans l'art roman, les chapiteaux entre la colonne de la terre, la voûte du ciel, les colonnes c'est le carré de la terre, hein, c'est ce qui est mesurable. La voûte c'est le ciel, c'est donc le divin. Et l'homme petit, tout petit, sur un chapiteau, en train de faire le lien entre les deux. Voilà, l'homme ou toute la vie terrestre. On retrouve ça à la même époque dans la peinture chinoise. On voit toujours des paysages verticaux, haut, bas, très très importants. Et on voit toujours des chemins ou une présence humaine qui chemine et qui fait le lien avec tout ça. Donc, c'est un premier rapport entre le macrocosme et moi, entre terre et ciel. Maintenant, il y a un autre passage du macrocosme à mon organisme. On peut voir ce passage quand on passe des plantes au monde animal. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde animal va intérioriser et va se faire des organes. Tout d'un coup, l'animal, c'est quelque chose qui se fait une peau, et à l'intérieur de cette peau, quelque chose va se passer. Et à partir du moment où on a une peau, on a un rapport à l'extérieur, donc ça veut dire qu'on a des sens, et un rapport organique pour maintenir ce système, donc un métabolisme. Donc c'est les deux systèmes les plus primitifs. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est ce geste d'intérioriser l'extérieur. Donc ça veut dire tout ce que j'ai raconté sur le soleil, sur le cosmos et tout ça, on va l'intérioriser. C'est-à-dire tous les rythmes, tous les cycles vont s'intérioriser. Ça va devenir des organes, ça va devenir des systèmes. Ça va devenir des relations entre systèmes. Voilà. Donc là, on en a une brillante illustration en embryologie, où on voit que à partir de la deuxième semaine, au deuxième semaine, on a deux disques superposés, un qui d'ailleurs qui va donner plutôt côté système nerveux, l'autre plutôt côté métabolisme, et que petit à petit, ça va se courber pour entourer l'espace et puis le faire intérieur comme ça. Voilà. Donc on a dans l'embryologie tout ce geste de prendre en soi l'extérieur et le faire sien. Et ça devient monde intérieur. Monde intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va développer une psyché. Un monde intérieur, c'est quoi? C'est des pensées, c'est des émotions, c'est des sentiments, des désirs, des volontés. Voilà, c'est un monde intérieur. Donc monde animal, création de la psyché. Donc voilà, on est passé du minéral, qui est le monde de la forme, mais sans vie, au végétal, qui est une forme vitale, avec la vie, et des cycles, etc. Et maintenant, on intériorise tout ça, le minéral et le végétal, pour avoir un monde intérieur, une psyché. Donc on se retrouve avec un corps physique, fait d'organes et de systèmes, etc., et un corps psychique, on peut dire, fait d'émotions, de pensées, de désirs. Tout ça a des rythmes. Un exemple de rythme du corps humain, entre le premier rythme, c'est évidemment veille-sommeil, hein. Donc après on traduit mélatonine. Voilà, mais c'est juste pour illustrer que les rythmes extérieurs sont devenus rythmes intérieurs. Donc on est passé à ce qu'on appelle un microcosme. On avait le macrocosme, maintenant on a l'idée de microcosme. Voilà. Donc ces variations d'énergie
qui sont symbolisés sur le cercle, qui ont été symbolisés, on va maintenant pouvoir les symboliser comme variation de l'énergie de ce qui se passe à l'intérieur de mon système, autant physique que psychique. Donc voilà, maintenant on va le symboliser par les éléments, les 4 saisons, c'est-à-dire les 4 éléments. Donc différentes symbolisations. Donc les 4 éléments plus l'élément central, ça fait 5 éléments. Les 5 éléments de la médecine chinoise, les 4 éléments plus la quintessence dans la médecine traditionnelle occidentale. Voilà. Donc si on revient à cette caractérisation des variations de l'énergie dans mon système en relation avec les variations de l'énergie dans le système cosmique. Voilà. Donc on retombe à nouveau sur ce cercle, avec le cercle, le carré de la Terre, le centre, et si je différencie encore plus le carré de la Terre, je fais aussi direction sud-ouest, etc., c'est-à-dire je prends des étapes intermédiaires, et ben je vais avoir un losange, un octogone, pardon, et je vais avoir un système de 8. Au lieu d'avoir le 4, je passe de 4 au 8. Donc là, je retombe en médecine chinoise sur les 8 méridiens merveilleux qui sont plus profonds que les 12 méridiens. Parce que 12 méridiens sont en fonction de la Lune, tandis que là, les 8, on est encore en fonction du Soleil. Donc là, on est plus directement vers la source. Et ben voilà, ça se symbolise par le Pakwa, avec les 8 Pakwa. Et j'ai mis un baptistère roman qu'un octogone, parce que l'octogone aussi dans l'âge roman, c'est donc le symbole du lien entre la terre et le ciel, une espèce de moment de balance parfaite un peu entre terre et ciel, octogone. Donc ça nous donne ce schéma-là des 8 méridiens merveilleux, donc là il y aurait beaucoup à dire, hein, mais il faut qui se dispatchent en gros sur les axes principaux du corps, bon, devant, derrière, gauche, droite, haut, bas. Il faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus. Voilà les mêmes méridiens, plus de manière plus clean. Ça c'est les 4 méridiens principaux, hein. On a donc les points cardinaux principaux, 4 méridiens principaux les plus profonds, plus 4 méridiens qui s'ajoutent, qui sont un peu moins profonds, qui sont plus intermédiaires avec la surface, mais qui appartiennent toujours aux 8 méridiens merveilleux. On est toujours dans le système solaire. Et si on veut hyper différencier les variations d'énergie, autant dans le cosmos que dans l'intériorité et dans le corps physique, et ben on a 8 x 8, 64, les 64 hexagrammes du Yiking. Donc maintenant, si on revient au système Terre, Soleil, Lune, donc on revient à cette différenciation en 12, hein, cette fois 12 lunaisons par an. Donc là, on va caractériser les variations de l'énergie par rapport au chiffre 12, et on va obtenir ce schéma-là. Il va y avoir des correspondances entre ces variations en 12 et les organes du corps et la psyché. On est toujours dans le physique psychique, hein, qui est la manifestation. Voilà, c'est une manière de différencier les variations de l'énergie, mais cette fois-ci en ajoutant l'influence de la lunaire. Ça nous donne ça, concrètement, le système des 12 méridiens. Ce que j'aime avec le shiatsu, disons, c'est qu'il y a énormément de connaissances derrière ou de sagesse derrière, mais que par contre, l'action du shiatsu est d'une simplicité enfantine, quoi. Ça revient à percevoir où est-ce que l'énergie circule bien, où est-ce qu'elle circule pas bien. Donc c'est comme on tire un peu sur un méridien, on ajuste un autre. Enfin, voilà. Évidemment, on essaie de capter les différents types d'énergie, c'est important. Mais essentiellement, c'est où est-ce que ça circule bien, où est-ce que ça circule pas bien, en sachant que ce qui se passe en surface du corps, sur le système de méridiens, influe l'intériorité, et influe autant les organes physiques que le psychisme. Mais du coup,
on va pouvoir essayer de déterminer chez quelqu'un quelle énergie sont favorites. Par exemple, c'est parce que tout ce système de circulation de l'énergie va être influencé du coup par toute la biographie de la personne, où est-ce qu'elle est née, ses parents, son éducation, par tout ce qu'elle a vécu, les événements marquants. J'ai dit au début que l'énergie stockait toutes les images de la mémoire, donc on se balade avec toute notre vie, hein, avec nous. La personnalité de quelqu'un, ça veut dire j'ai une préférence pour certaines énergies. Il y a d'autres énergies que j'aime pas trop, que je vais pas trop utiliser. Donc si je fais ça longtemps, déjà pour ma psyché, ça me met en déséquilibre, ça va déséquilibrer aussi mon corps. Inversement, je peux avoir un problème physique qui va à la longue perturber mes énergies, ça va perturber aussi ma psyché. En fait, on peut lire ces programmes de vie en lisant les patterns énergétiques dans lesquels on est. Et c'est pas seulement les lire, c'est essayer de les rendre plus harmonieux par rapport à la circulation globale cosmique de l'énergie. Et quand on traite les méridiens, c'est autant pour avoir une action sur le physique que sur le psychique, donc un changement dans sa conscience, c'est-à-dire ce qu'on a fait inconsciemment, d'éviter certaines énergies, de favoriser d'autres, etc., si on devenir conscient, et puis rétablir un peu la barre. Voilà, grosso modo, le shiatsu, c'est ça. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai été évidemment plus long que ce que je voulais, mais en fait, voilà. Ben, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense faire une vidéo plus tard plus sur la forme du corps humain, plus en détail sur ce que ça exprime, tous les axes, etc. Et voilà. Ok, et ben, je vous embrasse tous. Au revoir.